comme promis, je vous fais une correction assez rapide de ce devoir, pour la raison que j'ai évoquée, c'est qu'il n'était pas spécialement raté, bien au contraire, il y a eu de bonnes notes, il n'y a pas eu que des excellentes notes, mais globalement, vous en êtes très bien sortis. Du coup, je prends le parti de faire une correction assez rapide, en vous expliquant deux, trois choses sur les questions de cours et sur le problème. Sachant que si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez toujours me contacter par mail. Voilà. Alors, citer de réactions nucléaires, etc. C'était la réaction de fusion qui consiste en l'association de d'atomes légers pour obtenir un atome plus lourd. Dans les deux cas, en fait, on parle d'association de noyaux. Donc, c'est la fusion des noyaux entre eux qui vont donner un noyau plus lourd avec une conservation de la masse dans la plupart des cas, sauf s'il y a des hydrogènes, neutrons ou d'autres particules. Expliquer ce qu'est la période de demi-vie d'un noyau radioactif. Alors, lorsqu'on part d'une quantité de noyau n, eh bien, si le noyau radioactif, c'est-à-dire que on va observer une disparition progressive de ces noyaux radioactifs à travers des réactions de fission nucléaire. Et la demi-vie, c'est tout bêtement le temps nécessaire à la disparition de la moitié de ces noyaux. Qu'est-ce qui distingue en gros la composition chimique d'une planète comme la Terre? Alors, une étoile, c'est composé principalement d'hélium et surtout d'hydrogène. Et la Terre, même si on retrouve de l'hélium, de l'hydrogène, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'autres comment dire, métaux, mais types d'éléments chimiques comme du silicium, du fer, de l'azote. Donc on a une diversité chimique qui est bien plus importante. Et l'origine de ces différences, alors certains ont parlé du Big Bang, alors oui, mais c'est un peu trop imprécis. Il faut préciser que effectivement le Big Bang, s'il est à l'origine de tout, il faut aller un peu dans la mécanique des étoiles et de leur cycle de vie, en précisant que par exemple, s'il y a effectivement des réactions de fusion dans une étoile, c'est sur la période de fin de vie d'une étoile que les noyaux les plus lourds sont obtenus par fusion nucléaire. Alors, nomme-t-on le type de graphique ci-dessus? Donc, c'est une courbe de décroissance radioactive ou nucléaire. Euh, quelles informations nous apporte-t-il? Bah, on peut déterminer la demi-vie et le nombre, comment dire, le temps nécessaire pour qu'elle ait lieu. Donc, puisqu'on est capable d'avoir une proportion n0 sur 2, bah, on a la demi-vie, on tombe sur à peu près 5500 ans, enfin, quelque chose comme ça à vue de nez. Quelle proportion de noyaux restait-il au bout de 17 200 ans? Alors, au bout de 17 200 ans, le chiffre sort pas de rien, c'est qu'il y a eu trois cycles de demi-vie, et en fait, on passe sur n sur 2, n sur 4 qui fait un deuxième cycle, et n sur 8 qui va nous faire environ, voilà, 17 200, globalement. Alors, si vous n'étiez pas précis, j'ai été assez, conciliant avec vos réponses suivant ce que vous avez mis, mais voilà, donc on a n sur 8 avec 3 cycles, c'est ce qu'il fallait répondre. Ici, alors il y avait une petite erreur sur l'énoncé que j'expliquerai tout à l'heure, mais là, ce qui m'intéresse, c'était d'évoquer du coup la synthèse des éléments chimiques plus lourds se fait par des réactions nucléaires. Pourquoi cette synthèse ne peut pas se faire par des réactions chimiques? Eh bien tout bêtement parce que une synthèse par réaction chimique permet d'obtenir des nouvelles molécules, mais pas de nouveaux noyaux. Ce sont des échanges au niveau du nuage électronique, enfin des modifications au niveau des nuages électroniques qui vont avoir lieu. Et en fait, donc, on va avoir des appareillements d'électrons dans le cas d'une réaction chimique qui ne modifie pas la nature du noyau, mais juste l'assemblage moléculaire, alors qu'au niveau de la réaction nucléaire, on va modifier la nature des noyaux, notamment par la fusion où on va avoir des noyaux légers qui vont s'associer pour avoir un noyau plus lourd. Lorsque le cœur d'une étoile, etc., subissent des réactions, sous un processus en chaîne, donc on a trois types de réactions. À partir d'une combinaison des équations précédentes, retrouvez le bilan de la réaction. Alors ça, vous avez beaucoup de mal à répondre à la question. Je suis assez surpris. On avait un bilan global dont on a 4 hydrogènes qui donnent un hélium 4 et 2 électrons. 2 positons d'ailleurs, c'est même pas des électrons.
Et ben là, j'étais bien embêté parce que il fallait du coup simplement trouver une combinaison que vous retrouviez là. En fait, il fallait juste recopier ça. Ici, finalement, vous aviez quoi? Deux fois cette équation-là, deux fois cette équation-là, et une fois cette équation-là. Alors je m'explique, c'est-à-dire que ici, vous voyez qu'il y a deux flèches qui partent à droite et à gauche. On commence là, donc on a une association de deux hydrogènes qui vont donner donc un deutérium qui va s'associer à un hydrogène pour avoir un hélium 3. Ici, on a exactement la même chose, et l'association de ces deux-là va nous donner de l'hélium 4 avec un dégagement de d'hydrogène. Alors là, c'est un schéma qui a comparé avec celui-là, mais globalement, vous avez du coup la dernière étape, c'est bien celle que je vous ai évoquée. C'est ici, enfin c'est ici. C'est ce que vous obtenez avec vos deux hydrogènes. Donc là, ce nœud-là, c'est ça. Ce nœud-là, bah, ça correspond à cette flèche-là, hein. En gros, vous avez l'association de ces deux qui va vous donner de l'hélium 3 avec du rayonnement gamma. Et ici, vous avez deux hydrogènes qui vont vous donner ceci avec le positon qui va partir, donc c'est le U+. Du coup, bah, il y avait que ça à dire, en fait. C'était deux fois A, deux fois B et deux fois C. Et, euh, et en fait, les 4 H, bah, vous les voyez, un 2 3 4 super. Les deux positons, bah, ici et ici, c'est le bilan. Et à la fin, on a bien de l'hélium. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait besoin de citer pour produire justement cet hydrogène, cet hélium 4, pardon. Et le bilan, alors pourquoi on ne parle pas de ces hydrogènes-là? Bah, tout bêtement parce que vous voyez que ici on en introduit. Donc on a plus un et moins un. Donc en fait, ça revient au même. Si vous voulez, on pourrait mettre 6 hydrogènes au total, et avec un dégagement de 2 hydrogènes, ça n'aurait pas été faux, hein. Si j'avais mis 6 ici plus 2 hydrogènes là, ça aurait été la même chose. Mais bon, en fait, c'était juste une lecture de document, et je suis vraiment très surpris. Ici, on vous demandait, alors ça je pense que quasiment tout le monde a trouvé la bonne réponse. Qu'est-ce qui se passe au bout d'une demi-vie? Bah en fait on a la moitié des noyaux. Et combien de temps ça a duré? Bah ça a duré le temps de la demi-vie. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Si on note, ah non c'était l'inverse, pardon. Là il fallait juste dire que c'était une réaction de fusion. Et parce qu'on partait de noyaux légers pour un lourd, et c'était ici où je vous disais comment dire quelle est la fraction? Bah c'est un demi. Ici, faire l'équation, alors attention, le carbone 12, c'est pas 12 fois carbone 12 ici, donc il fallait juste faire, comment dire, beryllium plus un hélium. Donc ça, vous étiez capable de l'écrire, vous avez l'hélium ici, le beryllium là, donc il n'y avait pas de surprise. Donne un C12, et il y en a même qui sont permis de mettre le rayonnement, qui n'était pas spécialement demandé. Et enfin, la question où il y avait un problème, il manquait la possibilité du positon. Alors, je m'explique. On vous dit qu'on part d'une désintégration du cobalt, donc fission, vers du fer et avec une autre type de particule. Le gros souci, si on vous cherche l'électron, le proton ou le neutron, bah, c'est qu'en fait, il y a plusieurs problèmes. C'est là, on a une masse atomique qui ne change pas. Donc, on n'a pas de perte de, comment dire, de particules lourdes. Donc, c'est pas possible déjà que ce soit un proton ou un neutron. C'est impossible. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une modification au niveau d'un proton qui va devenir un neutron, puisque là, on a une masse qui est conservée, mais qu'on a un numéro atomique qui est changé. Du coup, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Eh bien, en fait, pour pouvoir dégager, comment dire, un proton en neutron, eh bien, il va falloir modifier la charge du proton pour qu'il devienne un neutron. Et à part dégager un positon, ben, il n'y a pas de possibilité. Et du coup, bah, si vous sortez un positon, le problème est réglé. Vous associez votre positon avec votre électron qui est dans votre noyau, et c'est réglé. Donc, il n'y avait que le positon qui pouvait y répondre. Donc je vous ai donné systématiquement les points, sauf à deux ou trois qui m'avaient trouvé la bonne réponse, qui m'avaient corrigé l'énoncé, euh, qui ont eu 2 points supplémentaires encore. Voilà. Bon bah j'espère que ça suffira pour vous, et s'il y a des besoins, vous n'hésitez pas.